Alors, on accueille pour cette première communication Isabelle Cros. Isabelle est maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Vous intervenez aussi dans la composante de l'INSPE, donc on est aussi dans la formation des enseignants. Vous avez travaillé à la croisée de la didactique des langues, de l'ingénierie pédagogique de la formation et l'analyse des discours. Il y a un nouvel ouvrage, un article qui vient de paraître en 2022 sous l'angle de la didactique de la littérature suivant l'approche plurilingue décloisonnée. Et donc là, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous écouter sur didactiser des récits interactifs de l'analyse du discours numérique à l'analyse technolittéraire. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci à vous, merci aussi aux organisatrices, aux organisateurs de nous donner l'opportunité de présenter ce travail encore exploratoire avec Christelle Combe, qui vous salue par ailleurs, qui porte donc sur la didactisation des récits interactifs et vous allez le voir plus généralement de la littérature numérique en partant de l'analyse du discours numérique jusqu'à l'analyse technolittéraire. Donc, une fois présenté le contexte de cette recherche, j'exposerai le cadre théorique et notre approche méthodologique. Et puis, nous proposerons, puisque Christelle parle à travers moi aussi, une modélisation de l'analyse technolittéraire, qu'on a appelée ainsi en référence aux travaux d'Eleonora Acera, pensée comme cette modélisation un outil pédagogique qui a été élaboré à partir d'analyses préalables de 2 récits interactifs. Alors, quelques mots pour commencer sur le contexte de la recherche et sur sa genèse. Eh bien, elle s'adosse en fait à un concours d'écriture plurilingue, le concours INALCO de la nouvelle plurilingue, qui a été créé en 2020 et qui propose depuis 2 ans un prix de la création numérique plurilingue. Donc, à la contrainte linguistique écrire en plus d'une langue, donc on est dans le cadre d'une littérature hétérolingue, comme le définit Suchet en 2014, s'ajoute donc la contrainte technodiscursive d'écrire une œuvre native du numérique, avec en plus une contrainte thématique. Je vous accorde que ça fait beaucoup de contraintes. En 2021, nous avions comme thématique Langues en danger, parrainée par Philippe Boutz, et en 2022, Langues en germe, parrainée par Serge Bouchardon. Donc, les enjeux de ce concours, c'est à la fois la revitalisation linguistique grâce au soutien à une littérature qui est marginalisée dans le monde de l'édition, c'est-à-dire la littérature hétérolingue, qu'on publie par ailleurs dans le cadre d'une maison associative des éditions tangentielles, et une littérature de niche dans la niche, c'est-à-dire la littérature numérique hétérolingue. C'est notre objet, disons. Dans ce contexte didactique qui est très favorable de plus en plus à une approche décloisonnée des langues, comme vous l'avez dit, qui montre les bénéfices pédagogiques des approches plurielles, présentées par Candelier, Cosa, Castellotti, l'objectif, c'est de fournir des ressources pédagogiques aux enseignants de langue pour travailler cette littérature hétérolingue numérique en réception, mais aussi en création. Donc, cette littérature hétérolingue numérique, eh bien, elle est composite, multimodale par essence. Elle va encore plus loin dans le plurisémiotisme, ce qui constitue donc un moyen pédagogique particulièrement intéressant pour accéder au sens, donc fournit un support pédagogique à exploiter. On inscrit notre recherche dans le cadre de nos formations. Vous l'avez dit, nos formations à Aix-Marseille Université en formation de formateurs, donc en MEF-FLE pour Christelle et en MEF pour ma part à l'INSPE et en Master FLE pour Christelle. Nos objectifs sont doubles. Alors, d'une part, il s'agit de développer la compétence en littératie numérique multimodale, telle que définie par Acera et Lassell, et de les intégrer à leur pratique professionnelle d'enseignant grâce à l'initiation à l'analyse du discours numérique, pratiquée donc par Christelle Combe, et d'autre part, d'élaborer des projets qui allient créativité et plurilinguisme par la découverte de cette littérature numérique et l'initiation à l'écriture créative numérique. Cette écriture créative plurilingue, c'est ce que pratiquent Godard, Matisse et Dommartin notamment, et nous lui ajoutons donc cette dimension numérique, comme vous l'avez dit, on en a parlé dans Combe, Cros et David. Le cadrage théorique de notre étude, eh bien, il est pluridisciplinaire, il relève donc de 3 domaines qu'on a cherché à articuler, domaines qui sont peut-être encore trop imperméables dans le champ de la didactique des langues. Donc, premier domaine, l'analyse du discours numérique et d'autre part, la littérature numérique assez peu exploitée donc, dans ce domaine-là. C'est plus courant en didactique du français, mais en didactique des langues, ça reste un objet encore peu identifié. Le premier élément de notre cadrage théorique, eh bien, c'est le concept de littératie numérique qui est en définition depuis une dizaine d'années dans le champ de la didactique des langues et de l'ingénierie de formation. Dans la littérature francophone, Lassell, Boutin et Lebrun ont proposé en 2017 le concept de littératie médiatique multimodale en contexte numérique, tandis qu'Olivier et son équipe du projet e-langue définissent le concept de littératie numérique selon le schéma que vous voyez à l'écran. Donc, définition qui a été affinée dans l'ouvrage de Cause, Hamel, Jeannot et Olivier en 2021.
En ingénierie de la formation, en didactique des langues, ce concept est repris notamment par Soubrier et par Combe en 2021. Donc, cette littératie numérique se trouve à l'interconnexion de 3 grandes littératies qui composent un cadre éthique et critique, et la littératie technologique, la littératie de la construction de centres et la littératie de l'interaction. Donc, cette approche conçoit la littératie numérique comme un concept fluide et dynamique qui, dans une approche holistique, inclusive et éthique, tend vers le concept de citoyenneté numérique qui a été défini et développé par Fromex et ses collègues en 2017, qui apparaît alors comme un prolongement sociétal de la littérature numérique. Le deuxième élément de notre cadre théorique, peut-être le plus central, c'est l'analyse du discours numérique développée par Pavot en 2017 et théorisée dans son dictionnaire. Donc, l'analyse du discours numérique consiste en la description et l'analyse du fonctionnement des productions langagières natives d'Internet et plus particulièrement du Web 2.0 dans leurs environnements de production, en mobilisant donc à considération égale les ressources langagières et non langagières des énoncés élaborés. Donc, dans ce dictionnaire, Pavot définit notamment les traits spécifiques des technodiscours. C'est là-dessus que nous nous sommes vraiment appuyés. Donc, en ligne, ces technodiscours sont composites, co-constitués de langagiers et de technologiques, délinéarisables par les liens hypertextes, relationnels, tout énoncé en ligne est lié à un autre énoncé, un appareil et un internaute, investigable, conséquence de la composition et de la relationnalité, et augmentable du fait de la nature participative du web et d'outils dédiés à l'écriture collective. Je ferme la citation. Je la termine en tout cas. Donc, cette analyse de discours numérique, elle propose de saisir les genres de discours numériques tels qu'ils se développent dans leur environnement écologique en tenant compte de leurs dimensions composites issues à la fois de langagier et technologiques. C'est un technogenre qui relève d'un genre appartenant au répertoire pré-numérique, mais ces environnements numériques natifs les dotent de caractéristiques qui sont spécifiques, comme le commentaire en ligne, et qui constituent éventuellement un genre numérique natif et donc nouveau, comme par exemple la twittérature. Nous illustrons ici avec le travail entamé par Christelle Combe sur les genres de discours numériques à des fins didactiques et le travail de nos collègues québécois sur les genres littéraires numériques, donc sur le site Labyrinthe. Évidemment, nous nous appuyons aussi, et je ne reviendrai pas trop là-dessus puisque nous sommes en plein dans le vif du sujet, sur le champ de l'écriture, des écritures numériques et de la littérature numérique, en l'abordant donc sous l'angle de la rhétorique, en particulier numérique, définie par Samer, mais aussi de la stylistique numérique qui a été explorée par Noélia Meza, en particulier en entrant par le technogenre du récit interactif qui a été pris comme objet par Serge Bouchardon. Notre objectif est d'en faire une transposition didactique afin que ce savoir savant puisse devenir un savoir enseigné, enseignable en classe. Un rapide état de l'art, trop rapide assurément, puisqu'il est surtout quantitatif, nous a permis de voir la limitation de la circulation conceptuelle de l'analyse du discours numérique dans le champ de la littérature numérique, de la didactique, de la littérature numérique et notamment en didactique des langues. Donc, on voit quelques chiffres sur les 4000 et quelques citations de Pavot sur Google Scholar. Avec Pavot littérature numérique, nous n'en avons qu'une soixantaine et art numérique, on n'en donne que 7. Donc, c'est un peu succinct, mais ça donne une idée de la circulation de cette notion. Alors que Pavot, dans ses références bibliographies, cite une vingtaine d'acteurs, d'agents qui font partie du champ de la littérature numérique, Boots, Bouchardon, etc. Donc, notre objectif, c'est dans ce champ didactique dans lequel les enseignants renvoient rarement à la littérature numérique, à l'exception évidemment notable de Bouchardon, Lasselle, Boutin, Lebrun et Brunet et Petitjean, c'est de diffuser encore plus largement cette approche qui s'inscrit dans la continuité des travaux déjà bien diffusés de Christelle Combe qui porte sur la formation à la littératie numérique des futurs enseignants de FLE. Je renvoie à cet article de 2021 qui montre l'intérêt de recourir au nouveau cadre de l'analyse du discours numérique et de la notion de genre numérique pour servir la formation à la littératie numérique des futurs enseignants de FLE et s'inscrire dans la lignée donc de recherche antérieure en didactique du FLE et d'analyse du discours. Ainsi, à partir des concepts de l'analyse du discours, ça permet le développement de compétences techno-sémio-linguistiques que les futurs enseignants pourront ensuite mettre au service de leurs enseignements. Dans notre recherche, l'idée, c'est d'aller encore plus loin, donc de former les futurs formateurs, pas seulement à la littératie numérique, mais à l'analyse et à la production d'œuvres littéraires numériques, et de les didactiser pour pouvoir les utiliser en classe en vue de les éveiller donc à cette littérature numérique et à des pratiques d'écriture numérique qui leur permettent de développer donc des compétences en littératie numérique et des compétences en littérature numérique par le biais de la créativité. L'idée est de développer une pédagogie créative numérique.
Donc, dans ce contexte théorique, nous nous demandons quels outils et quelles démarches offre l'analyse du discours pour analyser et écrire, pour reprendre le terme de Barbossa, des récits interactifs à des fins didactiques, en passant par cette transposition donc didactique mise en évidence par Chevalard, en essayant de modéliser en tout cas une démarche d'analyse techno-littéraire. Alors, notre démarche méthodologique, en quelques mots très rapides, eh bien, elle s'inscrit dans une démarche de raisonnement empirico-inductif, c'est-à-dire qu'on va partir donc de l'observation et de l'analyse du particulier, en l'occurrence de 2 œuvres, pour aller de manière inductive vers une généralisation, une conceptualisation théorique avec cette modélisation, en vue de l'agir enseignant. Donc, on s'appuie pour ce faire sur ce que Raphaël Baronnier appelle un phénomène massif, finalement, puisque c'est le récit, un technogenre assez répandu, le récit interactif. Donc, l'idée, c'est de déduire de cette analyse une démarche pédagogique formalisée, opérationnelle, transposable en classe, dans d'autres contextes d'analyse, quitte à ce qu'il y ait quelques accommodations pédagogiques qui font partie de la créativité de l'enseignant. Donc, un premier travail d'analyse technolittéraire sur Silence avait été opéré, vous l'avez dit déjà, avec des pistes de didactisation élaborées donc, par Combe, Cros et David en 2022. Et l'objectif est de poursuivre cette réflexion en posant les bases d'une méthodologie beaucoup plus générale. Notre corpus, eh bien, il s'agit d'un corpus relativement homogène puisque ce sont 2 récits interactifs du même auteur, Ed Snowcrash, qui s'avère être la lauréate du prix de la création numérique du concours INALCO de la Nouvelle. Donc, Silence pour langues en danger et Les évaporés pour langues en germe, que vous trouverez aux adresses présentées ici. Donc, à ces récits viennent s'ajouter un entretien avec l'autrice ainsi qu'un blog qui s'inscrit donc comme métadonnées pour présenter sa démarche d'écriture. Donc, notre première étape, eh bien, ça a été de procéder à une analyse technolittéraire de façon un peu intuitive à partir de ce cadre théorique qui était le nôtre. Et donc, c'est une étape qui a été finalement intermédiaire à cette modélisation. Et vous me pardonnerez si je vais un petit peu vite sur l'analyse, puisque finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on en a tiré. Comment est-ce qu'on a réussi à modéliser ces œuvres? Donc, en quelques mots, ce que nous avons analysé dans les différentes œuvres. Alors, c'est d'une part la dimension interactive. Il s'agit de 2 œuvres interactives. Alors, cette interactivité passe par l'adresse à l'écrit-lecteur. Ce message ne vous concerne pas. L'écrit-lecteur étant ainsi impliqué dans le récit. On a aussi, évidemment, des énoncés de gestes avec ces technomots sur lesquels il faut cliquer pour faire progresser le récit. On a cependant une fin non procédurale qui fait que l'écrit-lecteur ne peut pas influencer le récit, mais ça laisse l'illusion, en tout cas, d'être acteur. Dans Silence, on trouve aussi des formulaires de données personnelles à remplir, l'écrit-lecteur devenant personnage véritablement de l'œuvre, puisqu'il doit remplir, vous le voyez, des données sur son identité qui peut être réelle ou fictive, donc avec la possibilité de la mention d'un pseudonyme, d'un avatar. Dans Les évaporés, cette interactivité est aussi soutenue avec le recours à des flags selon une démarche de capture de flag, les drapeaux, pour trouver des données et progresser dans le récit, ce que l'auteur désigne comme un jeu narratif où l'écrit-lecteur est érigé en enquêteur qui est membre donc d'une communauté de joueurs. Silence, comme Les évaporés, sont des œuvres qui sont plurisémiotiques et multimodales. En outre, plurilingue, donc on a étudié le recours à des compositions technolangagières qui présentent des écosémiotiques entre le texte, ou plutôt le textiel, le technographisme, notamment par la couleur, le recours au son, aux animations sonores et les différentes langues. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur les couleurs, mais on voit qu'on a un jeu chromatique avec le bleu qui renvoie au drapeau ouïghour, puisque la langue dans Silence est le ouïghour, et le vert qui est utilisé donc comme nuance chromatique pour les œuvres qui sont en lien avec langues en germe. Les œuvres sont immersives et ludiques et permettent une personnalisation du parcours de lecture. Donc, par exemple, dans Silence, l'hyperlien final vers l'article de journal L'Indépendant renforce cet effet de réel en ouvrant facticement l'œuvre sur le web. Et cette immersion s'appuie aussi sur la gamification, comme on le voit dans Les évaporés, avec donc un lien très fort avec le jeu vidéo qui est assumé, puisque comme le dit l'auteur, cette fiction interactive emprunte beaucoup aux alternate reality games ainsi qu'au capture the flag, qui est une approche en sécurité informatique. Cette dimension immersive est renforcée encore par l'inscription et l'appartenance à une communauté de lecteurs. Plurilingue et engagé en faveur de la défense des langues, de la langue et de la culture ouïghour pour Silence, et d'une communication universelle avec un personnage qui apprend l'espéranto dans Les évaporés, mais aussi qui cherche à sensibiliser dans une démarche très liée au développement de la littératie numérique, à cette citoyenneté numérique, notamment en réfléchissant aux traces laissées sur Internet lors de nos navigations, avec une dénonciation du big data dans ces 2 nouvelles, ce qui fait de ces œuvres un support de réflexion sur l'identité numérique.
Donc, cette analyse, présentée de façon très sommaire, mais finalement, c'était une étape dans notre recherche qui permettait d'arriver donc à cette modélisation. Donc, avant toute analyse, disons, toute didactisation d'un support pédagogique, l'enseignant procède généralement à une analyse préalable du support pour vérifier s'il est bien en cohérence avec ses objectifs pédagogiques, linguistiques, communicatifs, mais aussi transversaux. Il peut choisir ce support en fonction de la thématique, évidemment, du niveau de langue, sachant que nous prenons une approche en pédagogie différenciée qui permet donc de traiter cela quel que soit le niveau. Toute œuvre peut être abordée du A1 finalement, et c'est bien l'intérêt de la littérature numérique jusqu'au C1. Mais aussi donc une entrée dans l'œuvre par genre numérique. Et là, je renvoie aux technogenres définis notamment sur Labyrinthe. Et on voit bien à quel point ils sont éclatés. Alors, notre proposition de modélisation. On a tâché, grâce à nos analyses et nos échanges, de tirer un modèle temporaire, en tout cas d'analyse technolinguistique, sous la forme de cette carte heuristique qui comprend 5 embranchements, donc qui en soi est pensé comme pour être un outil pédagogique à fournir aux enseignants véritablement. On est dans une démarche d'ingénierie pédagogique qui donc contient 5 embranchements principaux et des ramifications en sous-branches. Je ne les ai pas encore développées, mais vous voyez que chaque ramification donc, peut être développée. Ces embranchements sont associés à 5 caractéristiques du discours numérique tel que défini par Pavot, donc composite, relationnel, investigable, etc. Sachant que le 6e, l'imprévisibilité, jouit d'un traitement un peu particulier puisque c'est une extension de la relationnalité. Vous allez voir comment est-ce qu'on l'a intégré dans ce tableau. Dans l'analyse, on cherche à mettre en évidence donc, la plurisémioticité de l'environnement multimodal avec donc, différentes approches possibles, avec donc une analyse technolinguistique, une analyse du technographisme, une analyse de la configuration écranique, l'analyse de l'audio, l'analyse audiovisuelle. Et d'autre part, une investigation de l'œuvre dans son écologie numérique. Cette dimension donc d'investigabilité passe par l'analyse des métadonnées paratextuelles, mais plus encore intratextuelles, puisqu'elles sont à l'intérieur du code, ainsi que l'étude de la tension narrative, donc, qui met le lecteur dans la position d'enquêteur, comme le définit Baroni. Et la gamification participe à cette posture d'enquêteur, on va dire, qui cherche justement, qui s'inscrit dans une dimension herméneutique. Donc, ces deux approches, cette mise en évidence de la plurisémioticité de l'environnement multimodal et l'investigation de l'œuvre dans son écologie numérique permet, dans une dimension herméneutique, d'accéder au sens, grâce aux effets de l'articulation entre les éléments technolangagiers et linguistiques et une démarche active d'appréhension écologique et d'interprétation de l'œuvre. On se situe là, comme on le dirait en didactique des langues, dans le cadre de compétences qui sont plutôt passives, même si on a quand même cette démarche d'interprétation. En revanche, de l'autre côté, eh bien, on propose de mettre en place un parcours singulier de navigation délinéarisé. On proposait peut-être de navi-lecture, une collaboration à l'augmentation énonciative numérique, d'analyser comment cette collaboration intervient, et puis finalement, comment est-ce que cette relationnalité, pour reprendre Pavot, comment la mise en relation sensible, donc avec l'œuvre, a lieu. On s'inscrit dans ce cadre-là, dans le paradigme énactif, qui cherche véritablement à prendre compte de l'expérience phénoménologique individuelle. On a essayé d'intégrer à ce cadre d'analyse du discours numérique les différents éléments issus de la linguistique, de la littérature numérique, avec la délinéarisation visuelle par les unités sémiotiques temporelles, notamment dans le cadre de la rupture du cadre spatio-temporel, et les différentes figures d'animation et de manipulation. Donc, comment est-ce que ce parcours singulier délinéarisé procède? Eh bien, notamment par l'intertextualité numérique, sans hypertexte, mais principalement à partir de l'activation de l'hypertextualité dans l'œuvre et hors de l'œuvre. La collaboration à l'augmentation énonciative numérique passe par l'éclatement des voies énonciatives, même si parfois on a cette unité. Donc, on peut analyser l'espace d'exposition discursive, de coproduction discursive et d'éditorialisation numérique à travers l'étude du personnage, du narrateur, de son pseudonyme, les interactions avec l'écrit-lecteur et l'œuvre, qui passe par les énoncés de gestes, l'interaction avec d'autres écrits-lecteurs avec ou sans influence sur le récit, et puis tous les techno-discours rapportés. Et puis enfin, cette mise en relation sensible à l'œuvre impose donc une approche issue des théories de la réception et poussée encore plus loin, donc dans le cadre d'une didactique relationnelle de la littérature définie par Godard, qui cherche à prendre en compte finalement l'immersion de l'écrit-lecteur dans son œuvre, son expérience unique de lecture, avec une interprétation notamment de la configuration de l'interface,
Et puis une place pour son appréciation personnelle, son sentiment, qui va s'exprimer donc par différentes figures comme la personnalisation, on l'a vu par inscription, et les figures de manipulation, les gestes interactifs. Finalement, toute cette partie-là s'inscrit dans ce qu'on a défini comme une démarche agentive, phénoménologique, heuristique, qui cherche non pas seulement à lire, mais à co-créer, à transcréer l'œuvre par l'écrit-lecture, puisque ces différentes analyses ont en commun d'impliquer l'écrit-lecteur dans l'œuvre, que ce soit à travers donc, ces figures d'animation, ces figures de manipulation, son expérience personnalisée, jusqu'à la prise en charge d'une co-autorialité de l'œuvre augmentée avec des productions écrites qui peuvent être limitées ou véritablement faire œuvre dans l'œuvre, l'inséminer avec une expression libre qui permettra donc de créer une œuvre dans l'œuvre, une œuvre augmentée. Et c'est là que nous retrouvons la dimension d'imprévisibilité, puisque comme le dit Pavot, en passant automatiquement d'un lieu d'énonciation prénumérique à un lieu numérique, un énoncé change de forme. Et finalement, on est déjà là dans une approche de transcréation qui renvoie à cette opération de traduction d'une œuvre source, de la transcréer de façon personnelle et subjective. C'est ce qu'a défini Oseki Desprez. Donc, on fait preuve ici, ou en tout cas l'écrit-lecteur est amené à faire preuve d'agentivité, définie par Bandura comme la capacité à être acteur de sa vie et finalement à être acteur de son expérience numérique, sa citoyenneté numérique, et cela s'appuie sur l'autonomie, la motivation, la volonté, les finalités, l'intentionnalité, le choix, l'initiative, la liberté, la créativité, comme le disent Emir Bey et Mich. Donc ce sont des compétences qu'on cherche à valoriser, notamment en didactique des langues. Et donc, pour conclure, nous avons encore modestement et de façon très exploratoire tâché de concilier dans une démarche d'ingénierie pédagogique qui est fondée sur l'analyse d'œuvres numériques, littéraires numériques, d'élaborer une démarche qui pourrait faire œuvre de synthèse à partir donc de l'analyse du discours numérique en fournissant une grille d'appréhension de l'œuvre en l'articulant avec les notions et concepts de la littérature numérique. Notre modèle est évolutif, évidemment, et on a plusieurs limites à dépasser encore, notamment la dimension partiellement lacunaire de ce modèle, mais qui est liée aussi au choix qu'on a fait pour alléger le modèle, qui était beaucoup plus touffu initialement. Deuxièmement, la structuration de l'arborescence, parce que beaucoup de relations existent en fait entre ces différentes analyses possibles. La question de la place de l'analyse littéraire classique à cette analyse technolittéraire, quelle part on lui fait. Et puis, il y a la question aussi du recours à un jargon qui risque de rendre peu opérationnel en l'état cette grille. Donc, l'idée est d'acculturer les enseignants donc, à ces concepts théoriques, notamment en créant un guide pédagogique éventuellement, en illustrant à partir d'œuvres et de faire donc de ce modèle une sorte de boîte à outils géante et utilisable. Nos perspectives pour la recherche, eh bien, c'est de la mettre à l'épreuve dans deux contextes. D'abord, de notre côté, en recherche, en analyse techno-littéraire, en essayant d'analyser des œuvres pour vérifier sa généralisation possible du discours interactif à d'autres technogenres. Et puis aussi en formation, de le soumettre à nos étudiants pour des tâches d'analyse techno-discursive à des fins de didactisation, pour proposer une version affinée et évaluer de quelle manière cette analyse techno-littéraire pourrait permettre de développer leurs compétences en littératie numérique et leur créativité pédagogique. Et le fait de participer à ACFAS, eh bien, c'est aussi une occasion pour nous, évidemment, de bénéficier de vos retours précieux en remettant notre travail sur l'ouvrage. Et donc, nous attendons vos retours avec beaucoup d'impatience.